Hop. Alors, je vais continuer de vous présenter ce que j'avais mis de côté. Attendez, je vais fermer quelques onglets parce qu'après sinon, je ne vais plus m'y retrouver. Je suis spécialiste d'avoir 200 onglets ouverts en même temps à chaque fois. Alors, hop. Ouais, c'est ça que je voulais vous présenter. Alors, hop, ici. Alors, ce graphique s'appelle le Bitcoin Related Price. Alors oui, j'ai un accent des fois qui est un peu coupé, ou un accent un peu ce qu'ils appellent le Tinglish, le Thai English. Alors l'objectif de ce graphique, c'est de comprendre à peu près la moyenne des prix d'achat du BTC sur les possesseurs actuels. En fonction de l'horizon de temps, et ça c'est très important, vous n'avez pas les mêmes informations qui vont être remontées. Là, on prend un horizon de temps qui est globalement assez long. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, tout simplement, que le prix actuel, donc vous voyez le prix actuel, c'est celui qui est en couleur là, orange, vert, jaune, bleu, qui croise vers le haut la courbe du realized price, on a un signal haussier qui est vraiment important sur le long terme. Regardez, c'était le cas en 2011, c'était le cas directement ici alors attendez que je me trompe pas de date, parce que c'est juste en dessous, en 2000, là on doit être en 2015. On a eu le cas également en 2000, et le problème c'est que j'ai le truc du partage juste là, en 2019, et on a eu le cas là, ici, en 2023. Quand on se rapproche de cette courbe-là en bas, et vous voyez, hein, on a des corrections, on est sur des prix d'entrée qui sont historiquement bas. Si vous avez acheté à chaque fois qu'on s'en est rapproché, vous voyez, vous avez acheté du BTC sur des prix qui étaient vraiment très bas. Plus on s'en éloigne, plus on s'écarte, plus on se rapproche d'un top. Ce qui est intéressant, c'est également de regarder en fait cette valeur-là, mais cette fois-ci avec un horizon de temps qui est beaucoup plus petit. Si on prend un horizon de temps de 1 mois, ça permet de voir la nouvelle argent qui est injectée. J'essaie de vous montrer, mais le problème, le graphe, je ne peux pas plus le grossir. Et donc, si on regarde cette tendance-là, ici, on voit que la moyenne du prix d'achat, elle est plutôt aux alentours des 105 000 $, 104 700. Et au contraire, là, on n'est pas dans un signal d'achat, on est plutôt dans un signal de vente. C'est-à-dire qu'à court terme, on est plutôt sur un signal de vente. À long terme, on est sur un signal d'achat historiquement haut. C'est-à-dire que si vous voulez investir sur le cycle de manière long terme, vous pouvez acheter. Si vous voulez acheter à court terme, ce n'est pas le moment d'acheter. Vous voyez? Et comme ça permet d'avoir les fluctuations et de se dire, OK, à court terme, on va avoir un élément baissier. On va se retrouver dans quelques mois, vous verrez que finalement, ce que je vous raconte aujourd'hui, vous verrez que ce n'est pas délirant. Et si on regarde à long terme, le BTC a encore des possibilités. Tout à l'heure, je vous ai présenté un autre indicateur. Là, je vous en présente encore d'autres. Mais pour avoir une vue la plus factuelle possible, il faut prendre un maximum d'indicateurs. Et pour ça, nous, on a développé un logiciel qui est disponible dans Crypto Investor, qui est accessible à toutes les personnes qui suivent la formation. Vous prenez une trentaine d'indicateurs et ça vous permet d'avoir une vue qui est la plus fiable possible. Et si on regarde ici, on a eu des sorties de capitaux sur la partie Binance. Ici, si on regarde là, les personnes qui ont acheté vs les personnes qui ont vendu. Donc, on a en vert les personnes qui possèdent du BTC depuis plus de 6 mois, du moins des adresses qui possèdent du BTC depuis plus de 6 mois. Et ici, des personnes qui possèdent du BTC depuis moins de 6 mois. Donc là, c'est le changement à 7 jours. Et on s'aperçoit qu'en fait, les personnes qui ont du BTC depuis plus de 6 mois, elles continuent globalement d'en accumuler. Et les personnes qui sont arrivées récemment, elles vendent de manière assez rapide. Parce que c'est des personnes qui vont prendre des profits à court terme. Et ici, vous avez l'accumulation vs la distribution. Donc, on a les personnes qui possèdent entre 1000 et 10 000 BTC, ce qu'ils appellent les dauphins. Et ouais, on a des dauphins, c'est de 100 BTC même à 10 000 BTC. Mais les plus petits possédeurs, les plus petits holders de BTC vont avoir tendance à accumuler. Et après, il y en a qui vont avoir tendance à vendre.
Donc ça vous permet d'avoir des éléments qui sont beaucoup plus, factuels sur ces aspects-là. Donc on voit qu'à court terme, c'est plutôt de la vente, à long terme, c'est plutôt de l'accumulation. Attendez, je vais regarder si je voulais vous présenter autre chose. Normalement, c'est tout bon. Après, j'avais d'autres news et autres, sous le coude si vous voulez, qu'on en parle. Hem, Hop. Comment choisir des paliers de sortie quand on est rentré BTC il y a longtemps sans rien sortir en fiat? Car regarder à quel prix on est rentré n'a plus aucun sens vu qu'on a traversé des cycles. Alors ça dépend de tes objectifs à toi, en fait. Quand tu sors, en tout cas pour la fiscalité française à l'heure actuelle, sortez en stablecoin. Une fois que vous avez du stablecoin, vous allez étudier le fait soit de rentrer derrière sur de la crypto, une fois qu'on sera en bear market, soit de passer en fiat si vous avez besoin de retirer des fiat. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Ensuite, ces paliers de sortie. Il y a plusieurs manières de le faire. La première, déjà, c'est de définir tes objectifs long terme. Qu'est-ce que tu attends? Quel montant tu veux sortir? Si par exemple, je ne sais pas, tu as acheté un BTC et ton objectif, c'est d'avoir 100 000 $, c'est atteint, sors, sors, n'attends pas en fait. Prends ton cash, sors. Ensuite, si tu es rentré il y a très longtemps, tu peux te dire, OK, tous les X paliers, tous les X multiplicateurs, je vais vendre un montant. Ça, c'est une possibilité. Par exemple, j'ai acheté du BTC, hop, que je vous dise pas de bêtises pour avoir un cours qui soit correct pour les personnes qui sont rentrées en 2021. Si j'ai acheté du BTC là en 2022 aux alentours des, allez, on va dire 20 000 $, comme ça on prend un chiffre rond. Quand il a fait x2, tu pouvais prendre des bénéfices. Quand il faisait x3, tu pouvais prendre des bénéfices. Quand il a fait x5, tu pouvais prendre des bénéfices. Tu vois, tu peux sortir comme ça au fur et à mesure. Ça, c'est une stratégie. Après, dire: «J'attends le x10, le x20, le x30», on se retrouve sur un BTC qui a des montants qui sont extrêmement importants. C'est pas la meilleure solution, c'est une des possibilités. Tu peux faire des ratios de corrélation avec d'autres actifs, comme l'Ether, par exemple. Il y a une corrélation entre BTC et Ether, tu as des niveaux de ratio. Et après, tu as tout un tas d'indicateurs que tu vas devoir suivre pour pouvoir affiner tes éléments. Et ça, pareil, on en parle dans l'accompagnement. Tu peux utiliser différents outils en te disant: «OK, je vais vendre tel pourcentage à tel niveau». C'est à toi de choisir, en fait, cet aspect-là. Par contre, un élément qui est ultra important, c'est prendre des bénéfices. Ça, je sais qu'il y a énormément de personnes en 2021 qui ont fait cette erreur. Et une fois que tu es sorti, ne re-rentre pas. Vraiment, ça, je le dis et je le répète, quand vous sortez en stablecoin, ne re-rentrez pas. C'est que l'actif, il a déjà vraiment évolué. Après, il y a certaines personnes, tu prends, je crois que c'est, l'archevêque qui dit ça, le fondateur de Ledger. Lui, il fait que accumuler du BTC sur long terme. Tu prends en stratégie, ils vendent pas, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Si tu veux garder tes BTC sur les 30 prochaines années en disant: «OK, je suis prêt à me prendre une décote de 70, 80, 90 à chaque fois qu'on passe en bear market», continue d'acheter et tu vends pas. Tu vois, tout dépend de tes objectifs, c'est ultra important. Il y a certaines personnes qui ont investi, je sais pas, 50 000 € dans les cryptos. Aujourd'hui, elles se retrouvent à 150 000. Elles ont fait un x3 par rapport à leur portefeuille. Ça leur suffit pour aller faire un apport pour un appart ou acheter un appartement. Prenez en compte un peu les impôts, mais sortez, vous avez gagné. Il y a trop de personnes, la plupart des personnes dans le secteur des cryptos, ils perdent de l'argent. Parce que beaucoup voient leur portefeuille augmenter, augmenter, augmenter et ils prennent jamais de bénéfices. Sortez en stablecoin, sortez pas sur un stablecoin. Les stablecoins, ça, on apprend à les choisir aussi. On sort pas sur un stablecoin qui vient de sortir. Il faut qu'il y ait de la liquidité, il faut qu'on puisse l'utiliser, il faut qu'il soit stable. C'est ultra important. Donc, à toi de voir, mais une stratégie, ça se construit. Ça se construit pas comme ça sur un claquement de doigts. Ça prend du temps. Exactement, c'est comme ça qu'on apprend, comme tu dis, gros porc. Et il faut la construire pas dans des périodes de hausse, pas dans des périodes d'euphorie. Là, sur le BTC, ta stratégie, elle doit déjà être construite. Elle doit déjà être placée. C'est-à-dire que tu sais à quel montant tu sors, combien de pourcents tu sors, sur quelle plateforme, avec quel type de stablecoin tu vas sortir. Quand ça arrive à ce montant-là, tu ne te poses même pas la question. L'ordre, il est prêt et il passe. Moi, ce que je fais, et voilà, et comme ça, je vous cache pas, nous, on est vraiment transparent sur ce qu'on fait.
Je vais sur un Binance, un Kraken, je mets la quantité de fonds que je souhaite vendre, je mets mon ordre de vente. Si à 2 heures du matin, ça vient faire un pic, et ça m'est arrivé, vraiment, c'est du véridique, ça m'est arrivé, ça vient faire un pic vers 2 ou 3 heures du matin, ça vend automatiquement, je me lève le matin, j'ai mes USDC, j'ai mes USDT. Ils sont en portefeuille et après je les ressors de la plateforme centralisée. Je les mets sur un ledger et je laisse passer la vague. Une fois que j'ai sorti la grande partie de mon patrimoine, je décide ce que je veux faire. Au calme. Une fois que le bear market est là, au calme, on réfléchit et on se fait accompagner. Il y a besoin de se faire accompagner. Quand on se retrouve sur des montants qui sont déconnectés de la réalité, on a du mal. L'argent qu'on a dans les cryptos, psychologiquement, beaucoup de personnes n'ont pas l'impression que c'est de l'argent réel. Ils ont l'impression que c'est tout simplement juste un jeu, en fait, un élément qu'on a comme ça, comme des pièces d'or dans un jeu. Sauf qu'il ne faut pas compter de cette manière-là. Comptez plutôt par rapport à votre salaire actuel. Combien ça représente de mois de dépenses? Si par exemple aujourd'hui vous gagnez 2 000 € par mois net, vous avez 100 000 € sur votre portefeuille. On va faire un calcul tout simple. Donc, on a 100 000 € sur notre portefeuille. Ça représente 50 mois. 50 mois, c'est 4 ans, un peu plus de 4 ans de salaire. 4 ans de vie. 4 ans, c'est un cycle en crypto, quasiment. Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir sur 4 ans de salaire qui tomberaient comme ça d'un coup? On peut après voir un peu l'histoire des taxes, hein, qui peuvent en prendre une partie. Mais toujours faites toujours ce rapport-là et ce ratio-là. Et après, ces 100 000 €, qu'est-ce que ça représente pour vous? Aujourd'hui, vous avez 100 000 € qui tombent sur votre compte, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est un changement de vie? Ça peut être un peu compliqué pour être sur une liberté financière, tout dépend après de vos dépenses. Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Donc ne projetez pas sur la valeur potentielle de votre portefeuille dans le futur, mais sur ce qu'il y a à l'heure actuelle. Est-ce que ça représente pour vous? Et ça, c'est hyper important. Et surtout de le ramener à des choses physiques. 100 000 €, c'est quoi? Pour la plupart des personnes, c'est un logement. En France, pour la plupart des personnes, dans les petites villes, c'est un appartement. Ça peut être, un tour du monde et encore, vous auriez encore du cash. Ça peut être l'achat de plusieurs véhicules. Ça peut être de la santé. Ça peut être le remboursement de dettes. Vous pouvez solder les dettes d'un emprunt d'une maison ou quelque chose comme ça. Vraiment, faites toujours le rapport entre l'argent que vous avez dans les cryptos et cet aspect-là, parce qu'il y a une espèce de décorrélation. Hem, Quand certaines personnes, là, c'est pas encore le cas, mais quand vous êtes en période de full euphorie où vous faites des swaps et ça vous coûte 300 $ de frais et que vous cliquez comme ça sans vous poser de questions, il faut se rappeler ce que ça représente comme 300 $. Est-ce que dans la vie traditionnelle, vous êtes dans un bureau de change où on vous dit: «Je prends 300 $ pour échanger des euros contre du dollar américain», vous allez dire: «Oui», mais jamais mais ça va vous faire bondir en fait. Vous allez dire: «Mais non, 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 tu prends pas 300 $, je te donne une com où on joue sur les trucs, mais 300 $, c'est énorme pour échanger, je sais pas, 1 000 $». Donc prenez toujours ce ratio-là, c'est ultra important et donc c'est ça qui doit t'aider à définir tes paliers de vente et tes paliers de sortie. C'est un des éléments. Hop, prendre un petit peu les questions du dessus. N'hésitez pas à en poser d'autres au fur et à mesure, hein. Question de JG. Pour les stacking sur Ether, ce serait quoi la stratégie? 100 % stacking et des stacking progressifs ou moins stacking au départ? Tout dépend de ton horizon de temps. C'est comme pour le BTC. Soit tu veux garder de l'Ether sur très longtemps, tu stacks et tu augmentes ta quantité d'Ether. Pour ma part, quand on voit les rendements sur le stacking d'Ether, hop, je vais prendre le stacking reward pour que vous puissiez appréhender l'élément. Hop. Staking reward. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui est assez intéressant. Vous avez 10 000 $ d'Ether à stacker.
APY, c'est simplement les rendements composés réintégrés. 3%. D'accord? 3% de rendement. Donc vous commencez aujourd'hui. Dans 3 ans, vous aurez gagné 1 000 $ de plus, si on garde ce cours de l'Ether là. Si on prend le cours de l'Ether, on va le prendre sur la période 2017-2021 parce que là, vu qu'on n'a pas eu encore de delta season, c'est pas représentatif. Et même là, on pourrait le prendre là juste sur les derniers temps. Attendez, je suis en. Si on prend sur une période d'à peu près 3 ans, même là, hein, regardez, hein, pas s'embêter. Je prends pas le plus bas pour éviter de fausser, je prends pas le plus haut non plus, on va se mettre à peu près. Voilà. Sur 2 ans. Ouais, en plus, c'est parfait. Vous voyez, 1er juin au 2022 au 1er juin 2024, c'est 130%. Est-ce que 3% de rendement, là, on serait même à 10 si on prend le cumulé sur 3 ans. Il faudrait même prendre sur 2, comme ça, on pourra avoir le chiffre actuel. 7% de rendement. Est-ce que 130% de rendement d'un côté, 7% de l'autre, est-ce que vous êtes prêt à risquer vos Ethers pour 7% de rendement quand vous en faites déjà 130? À vous de voir. Voilà. Personnellement, je trouve que le risque rendement est trop important. Donc je ne risque pas mes Ethers sur un protocole pour gagner 3% de rendement. J'ai des cryptos en portefeuille sur lesquels je peux faire du rendement, où je vais avoir des rendements qui vont être plus importants, avec un niveau de risque que j'estime qui est plus bas, où le ratio est plus en ma faveur. Sachant que souvent il y a du blocage sur les stacking d'Ether, sachant que pour la plupart, vous n'avez pas 32 Ethers, donc vous n'avez pas votre propre nœud, donc vous allez le déléguer. Et même si vous aviez votre propre nœud, il faut le maintenir et il y a potentiellement du slashing dessus. Donc faites toujours très attention à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent en se disant j'ai pas eu les perfs que j'attendais sur l'Ether et donc je vais essayer de me rattraper pour essayer de gagner un petit peu. C'est pas l'intérêt. Oui, vous en cumulez, ça peut être intéressant si vous avez je sais pas 300, 400 Ethers. Oui, là c'est intéressant parce que le volume fait que vous allez gagner de l'argent. Ça va avoir un impact important. Si vous avez un Ether, 2 Ethers, 5 Ethers, 10 Ethers, gardez-les. Il y a trop de risques en fait que vous les perdiez. Imaginez-vous, dans 3 ans, le protocole se fait pirater. Vous serez content de les avoir en fait gardés en portefeuille. Hello, cette stratégie dont tu parles, c'est uniquement en ce qui concerne le trading, n'est-ce pas? Non, non, non. On fait pas de trading. Alors, c'est là où les termes sont un peu compliqués. Le trading, c'est le fait d'acheter et de vendre. Nous, on ne fait pas d'achat et vente journalier. Il y a des périodes d'entrée où on va avoir tendance à accumuler et il y a des périodes où on va avoir tendance à sortir. Ces périodes, elles peuvent être espacées de plusieurs mois, voire même de plusieurs années. Il y a des moments où on va consolider, il y a des moments où on va vendre. Mais on n'est pas là à regarder les charts tous les jours. Notre vision, elle est vraiment long terme. Et vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir le plus de chances et de probabilité de gagner de l'argent sur le long terme. Vraiment, je vous invite à voir toutes les stats sur les traders, que ce soit crypto et hors crypto. La très très grosse majorité des personnes perdent l'intégralité de leur capital très rapidement. De mémoire, c'est l'AMF qui avait fait ça. Hop, AMF, Stat Trader, j'ai envie de Stat Trader. C'était 90. Hop, attendez. Je vous le. Voilà. Je vous mettrai, si vous voulez, le rapport hein, dedans. Hop. Parce que je sais que j'aime bien, moi, demander les sources de quand on dit ce genre de choses. Voilà, c'est une étude qui a été faite par l'AMF. Hein, c'est un document de l'AMF. Là, il date d'il y a 10 ans, mais il y a eu de mémoire des études qui sont peut-être un peu plus récentes. Voilà. C'est une période d'observation de 4 ans. Ils n'ont pas pris sur quelques jours, sur 4 ans. Taux de clients perdants, plus de 89%. Un résultat moyen négatif de 10 000 € par client. Et là, on parle de trading sur des actifs financiers qui sont régulés, avec une volatilité qui est moindre. Là, on parle sur le CFD et le Forex. Si on prend les cryptos,
C'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. Donc oui, il existe quelques traders professionnels qui gagnent de l'argent dans des institutions, financières. Mais la très, très grosse majorité des personnes perdent énormément de capital. Donc tous ceux qui vous font miroiter qu'avec des bots de trading, avec de l'IA et autres, ils vont vous faire gagner de l'argent, oubliez, partez, ça c'est le même rapport que hop, on va voir si dans ce rapport-là, il y a un truc un peu plus récent. Vraiment partez. Apprenez à gérer vos actifs par vous-même. Ça, le secteur des cryptos, c'est la souveraineté monétaire, c'est hyper important. Heu, je cherche la gestion, les performances de gestion. Attendez. Capital investissement, sophistiqué, retrait d'agrément, gestion sous mandat. Bon, c'est pas bien grave. Je vous invite à aller regarder, directement les rapports et vous allez trouver, ces données-là. Je les trouve pas là rapidement, je les ai pas préparées. Mais dans la très grosse majorité des cas, vous allez perdre de l'argent, donc investissement long terme, c'est là où vous serez, le mieux payé à la fin. On est là, il faut pas se leurrer, on est là pour gagner de l'argent, hein. On n'est pas là pour avoir raison. Je vois, d'accord, mais la meilleure solution n'est-elle pas de hold du BTC sur le long terme? Ça dépend de ce que tu veux. En fait, l'intérêt d'acheter un altcoin, c'est de surperformer le BTC. Si tu ne surperformes pas le BTC, n'achète pas cet altcoin. Après, il faut bien comprendre que les cycles financiers marchent de cette manière-là dans le secteur des crypto-monnaies. Inflow capital crypto. Je vais voir si je vous retrouve, le schéma. Je l'ai pas là sous les yeux. Globalement, ce qui se passe, c'est que l'argent arrive par le BTC, après il part, dans l'Ether et après dans les grosses capitalisations, des altcoins. Un altcoin, c'est simplement ce qui n'est pas du BTC et après on part sur la moyenne capitalisation et enfin sur la petite capitalisation. Donc aujourd'hui, c'est normal que de par la dominance du BTC, les capitaux sont encore dans du BTC. Après, on basculera sur les grosses capitalisations et ainsi de suite. Quand vous êtes débutant, n'essayez pas de timer le marché, n'essayez pas de suivre ces flux de capitalisation. Placez-vous. Si aujourd'hui vous devez vous placer et faire du DCA, de mon avis, c'est mon avis personnel, ça n'engage en rien, des conseils financiers ou quoi que ce soit, le BTC est déjà sur un niveau qui est assez haut. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de performance à venir, mais n'allez pas chercher un x3 sur le BTC. D'un point de vue probabilité, c'est très peu probable à court terme. L'Ether, aujourd'hui, est beaucoup plus sous-évalué et une bonne partie des altcoins sont beaucoup plus sous-évalués. Quand je dis aujourd'hui, c'est sur cette période, pas aujourd'hui même, pas le 4 juin, hein. Comme on l'a dit, il est possible qu'il y ait un retracement là à court terme et quand on rentre, on n'achète jamais tout d'un coup. On achète ça au fur et à mesure. Après, par exemple, sur le BTC long terme, j'en parle, mais si vous voulez vraiment être dans une vision hold un petit peu comme vous pourriez faire avec de l'or, parce que pour le coup, l'or, on l'achète pas et on le revend pas tous les jours. Vous en achetez, vous le mettez sur un ledger, il y a, je crois que ça s'appelle Stacking Sat. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Stacking Sat qui fait ça. Alors, je ne connais pas les fondateurs, le produit en détail, hein, c'est pas, c'est pas une sponsor, c'est juste que je trouvais l'idée intéressante de mémoire et en fait, à chaque fois que vous payez, si que je dise pas de bêtises, hein, je sais plus si c'est celui-là ou pas, mais je crois que c'est ça. À chaque fois que vous payez, ils vont, arrondir les paiements pour vous permettre de mettre un peu de satoshi au fur et à mesure. Pour mettre de côté et donc ce qui vous permet d'acheter du bitcoin un petit peu, au fur et à mesure. Je crois qu'il y a une histoire, comme ça. Je crois que c'est eux, hein, ou peut-être pas, attendez. Ou c'est peut-être parce qu'il y a Surfing Bitcoin derrière. Dites-moi dans le chat, peut-être qu'il y en a qui voient de quoi je parle. Il y a une application, dès que vous payez, ça permet d'arrondir et de mettre, un peu de BTC, à chaque fois. Eux, ils permettent de faire de l'achat, par exemple. Voilà, si vous avez investi 10 € chaque semaine pendant 3 ans, ça vous permettrait d'avoir, cette quantité de BTC. Eux, ils ont un peu une vision un peu, livret A. Je sais que les Français adorent ça. J'allais dire c'est un produit d'épargne, mais même pas, c'est même pas un produit d'épargne, c'est, bon, enfin bref, c'est une catastrophe ambulante cette affaire.
Mais je sais que beaucoup de personnes pensent que le livret A est un support d'investissement, chose qui ne l'est pas du tout. Il y a de plus en plus de banques aussi qui permettent d'acheter de la crypto en passant par eux. Je vous conseille pas forcément de le faire. Apprenez à stocker vos cryptos par vous-même, à les sécuriser, c'est beaucoup plus important. Bitstack, ouais, voilà, merci. Désolé, vous voyez, des fois je croise un peu des infos, mais c'est ça, c'est Bitstack. C'est que ça finit toujours par stat et autres. Hem, mais vraiment, si vous êtes débutant, prenez le temps de vous former, s'il vous plaît. Ne faites pas l'erreur que beaucoup de personnes font, de se lancer par eux-mêmes et de faire des bêtises, que ce soit chez nous ou chez d'autres personnes, hein. On n'est pas là à faire de la vente ou quoi que ce soit, mais prenez le temps d'apprendre à faire ça correctement. Salut, merci pour les infos. Mon investissement mensuel est largement en dessous du coût de votre formation et accompagnement. On le comprend, tu peux, payer en 3 fois si tu préfères, c'est aussi possible. Hem et après, il y a la formation offerte. Il y a une formation offerte qui est disponible dans la description. Vraiment, essaie au moins déjà ça et après, c'est comme tout. Si effectivement tu places 10 €, 50 € par mois, je peux comprendre que ça soit un coût qui soit important. Mais dans la vie, en fait, c'est simple. Je pense que le métier que tu l'as pas appris comme ça sur un coin de table. Tu t'es formé, tu es allé voir auprès des personnes, des sachants, en fait, heu, qui t'ont donné de leur expérience. Oui, je l'ai suivi il y a quelques mois, voilà, bah, tu vois comme quoi, tu es là encore à apprendre et c'est ça le plus important, c'est de continuer de se former et l'investissement sur soi, c'est le plus important sur le long terme. C'est ce qui te permettra vraiment de réussir, de prendre les bonnes décisions pour toi et si aujourd'hui tu te dis: «OK, hem, c'est un capital qui me paraît conséquent, mais qui me paraît nécessaire pour mon évolution personnelle», bah, là, ce que je t'invite et c'est une mentalité peut-être qui va choquer certaines personnes, mais moi j'ai une mentalité très entrepreneuriale, très ouverte, très libertarienne par rapport à tout ça et ben, en fait, il faut pas hésiter à aller trouver du travail à côté, faire des missions en plus pour cumuler cet argent-là et te permettre soit d'investir plus, mais si tu investis plus, il faut que tu aies les connaissances et les compétences avec et par exemple, chose que je trouve très bien en Thaïlande, une mentalité qu'on n'a pas forcément, en France de par l'éducation qu'on nous a véhiculée, c'est qu'à partir du moment où ils ont une carte d'identité, thaï, ils ont le droit de faire des business jusqu'à 1 000 000 de bahts par an. Ce qui représente 27 000 € de tête comme ça, je vous fais le calcul, et donc beaucoup de personnes, au lieu de se dire: «Bah, je vais attendre, d'avoir plus de capitaux, je vais attendre qu'on me donne des aides ou autre, bah, je vais aller faire des petits business, je vais, aller vendre des choses, je vais faire l'agent immobilier». Heu, il y a une flexibilité qu'on n'a pas en France et je suis prêt à l'entendre. Mais voilà, si vous voulez vraiment développer vos capacités d'investissement, si aujourd'hui vous avez un travail salarié qui vous prend 35 heures, on va prendre la moyenne, il y en a qui prennent plus, essayez de trouver des fois des compléments de revenus à côté, même si des fois c'est difficile. On entend, hein, on a tous une vie de famille, on a tous des contraintes, santé, personnelles et autres, mais c'est comme ça que vous arriverez à atteindre votre liberté financière beaucoup plus rapidement et que vous aurez cette capacité à investir. Heu, il y a une croyance populaire en France qui dit: «Il faut énormément économiser». On a un des pays où on met le plus d'argent de côté. C'est ce qui est, si on prend les chiffres d'un point de vue, factuel, hein. Hem, le gros problème, c'est que les personnes se croient capables d'investir par eux-mêmes, mais qu'elles n'ont pas les compétences. Ça, c'est aussi, typiquement français. Ça, c'est un peu le souci. Désolé, des fois, je lis les commentaires en même temps du coin de l'œil et ça me perturbe un petit peu. Hem, je sais plus, mince, j'ai perdu ce sur quoi j'étais. Bon, c'est pas grave. L'idée, de toute façon, c'est toujours de pouvoir se placer, à long terme, d'investir sur différents supports. Évitez de passer, s'il vous plaît, par vos banquiers. Les banquiers, ce sont des commerciaux. J'ai rien contre eux, je connais personnellement tout un tas de banquiers, j'en ai dans la famille et autres. Ce sont des commerciaux qui ont des produits à vendre et qui ne vont pas forcément choisir le meilleur intérêt pour vous. Ils vont prendre ce qui va leur apporter le plus d'argent, ce qui est normal. On est tous là à faire du business, il faut pas se leurrer. Donc plus vous êtes connaissance, plus vous pouvez vous orienter et après peut-être qu'ils vous donneront l'accès à des produits qui seront plus intéressants si vous avez ces compétences et ces connaissances-là. Mais vraiment prenez le temps de vous former et aujourd'hui, il y a plein de manières de le faire. Mais après, essayez de développer du capital par différentes manières, légales, j'entends bien, pour pouvoir accélérer justement, votre qualité de vie. Ah non, j'ai déjà plusieurs business comme vous le dites, j'investis moi aussi en fonction de mon profil enfant. Exactement. On ne dit pas d'avoir un investissement qui est démesuré et qui est décorrélé de votre vie. Très important. Ne mettez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre.
beaucoup de personnes ont emprunté de l'argent en 2022 pour acheter par exemple de l'Ether et aujourd'hui se retrouvent à devoir rembourser des prêts et sont en galère et se retrouvent des fois même à vendre à perte. S'il vous plaît, ne faites pas ça, même s'il y a des taux qui sont des fois très intéressants. Gardez toujours cette notion de réalité, en fait, et ne vous endettez pas. S'il vous plaît, ça c'est il y a j'ai pas envie de vous faire un cours financier et autres. Thibaut a une chaîne sur, tout ce qui est, finance, traditionnelle et il vous en parle, je pense, assez régulièrement. Il y a ce qu'on appelle la bonne dette et la mauvaise dette, hein. Pour faire très simple, la bonne dette, vous allez vous endetter pour acheter un actif qui va avoir un rendement, qui va performer, qui va potentiellement couvrir les rendements de la dette. Par exemple, vous allez emprunter de l'argent pour acheter de l'immobilier locatif. C'est ce qu'on appelle de la bonne dette. Mauvaise dette, vous empruntez pour acheter votre résidence principale. Mauvaise dette, tout simplement parce qu'en fait, la résidence principale est un passif. C'est pas un actif. Beaucoup de personnes pensent l'inverse, mais c'est un passif parce qu'en fait, ça vous coûte de l'argent tous les mois et ça ne vous en rapporte pas. Lisez les bouquins de Kiyosaki, ils sont très très bien pour ça. Père riche, père pauvre, c'est un must que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Au milieu d'autres bouquins crypto, on est bien d'accord. Attendez, je vais prendre une ou deux dernières questions parce que là, je vois que ça fait déjà 1h45 qu'on est là. Et s'il vous plaît, faites péter la barre des likes parce que là, je vois qu'il y en a encore pas beaucoup des likes et qu'on est 253. Il faudra partager après derrière, mettre des commentaires. C'est le moment là, s'il vous plaît. Question d'Alexandre. L'EURC et l'USDC sont tous deux gérés par Circle. Effectivement, l'EURC est-il plus risqué que l'USDC hormis la liquidité? Très bonne question, sachant qu'ils sont gérés à peu près de la même manière. C'est juste les actifs sous-jacents qui vont être différents. Pour moi, le risque est plutôt au niveau de la vision long terme que va avoir la Banque centrale européenne vis-à-vis, des évolutions du secteur financier vs, la vision de la Fed et des marchés financiers américains. Donc pour moi, c'est plutôt une comparaison euro-dollar qu'il faudrait prendre en compte plutôt que EURC pardon et USDC, sachant que ça reste quand même des surcouches, donc il y a quand même quelques inconvénients, en plus, il faut pas se leurrer. La liquidité, tu en as parlé. Pour moi, je vois pas d'autres contraintes. Après, la liquidité reste un point qui est quand même ultra important quand on a des sommes et des capitaux importants à investir et il y a également l'aspect, DeFi. On va prendre DeFi Llama. En fait, il faudrait que je laisse toujours ouvert ce site DeFi Llama. J'ai l'impression qu'à chaque live, je le ressors, pour vous montrer, des choses dessus parce qu'il est très bien. C'est un site, si vous ne savez pas, l'utiliser, prenez, je sais pas, un quart d'heure dessus et vous allez, vous amuser. Vous verrez qu'il y a vraiment des pépites sur ce site-là. Moi, je l'ai vu évoluer depuis 2021, c'est, hallucinant. Ici, par exemple, vous pouvez, filtrer par token. Hop. Oh là, mais je sais plus écrire, je suis fatigué. Et vous pouvez voir, par exemple, ici, les rendements sur le ERC. Vous voyez que les APY, il y en a quand même un peu moins. Là, la paire, c'est une paire ERC USDC où il y a un peu de rendement. Hop, attendez. On va les classer. Il y a des rendements. Par contre, vous voyez, les TVL sont assez faibles. Mais il y a du rendement à aller chercher. Souvent, c'est plutôt, vous voyez, des paires de liquidités. Donc attention aux impermanent loss, hein, dessus. Il y a peu de protocoles. Vous voyez, c'est quand même beaucoup sur l'écosystème de Base, hein. Donc vous êtes sur une layer 2 avec les problématiques des layer 2 qui sont liées. Si on prend l'USDC, hop, on a beaucoup plus de protocoles qui sont plus anciens, avec des liquidités qui sont plus importantes, des rendements qui sont à peu près au même niveau, hein. On a, pour moi, on a peut-être un peu plus de rendement sur certains protocoles, mais on a plus d'ancienneté. Plus d'ancienneté, plus de liquidité. Et vous voyez, on a des blockchains comme Ethereum, donc on peut avoir du natif dessus. On n'est pas obligé de passer sur une layer 2 où potentiellement il y a des problématiques de tokenisation. À ce propos, j'ai vu passer une question tout à l'heure à ce sujet-là, je vais aller la reprendre. Tac, tac, tac. Voilà, question de Paul. Qu'en est-il des USDC sur les layers 2 d'Ethereum? Sont-ils assurés par Circle ou bien sont-ils synthétiques? À l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, sur Base, il faudrait checker parce que là, je peux pas vous garantir à 100% qu'il n'y en ait pas qui a été déployé en petite quantité. Je dis pas des grosses quantités.
Mais si on prend pour les autres Layer 2, non, c'est du synthétique. C'est pas un synthétique comme un bridge parce qu'il y a une autre mécanique qui fonctionne entre les Layer 2 et la Layer 1 de chez Ethereum. Et j'ai pas forcément envie de rentrer dans le détail pour éviter de vous casser la tête parce que entre les optimistic rollup et les EK et autres, on a différentes mécaniques qui viennent se mettre en place. Mais si on veut vraiment avoir la partie la plus pure entre guillemets, il faut rester sur Ethereum. C'est là où où il y a eu l'émission. De mémoire, je dis bien de mémoire, il y a eu de l'émission qui a été faite de l'USDT sur Solana en direct. Et peut-être une ou deux autres blockchains, mais la majorité, c'est sur Ethereum. Donc si vous voulez pas vous embêter, restez sur la partie Ethereum. Bon, merci à tous d'avoir été présents. Ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous le rappelle, si jamais vous avez envie de vous former, d'apprendre à être autonome, de pouvoir réussir dans vos investissements, vous avez le programme de formation Crypto Investor qui est disponible directement dans la description. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent savoir ce qu'on fait, connaître ce qu'il y a dans notre portefeuille, nos stratégies de farming et affiner leurs compétences, vous avez le programme d'accompagnement qui est sous forme de mensualisation. Donc, vous pouvez essayer un mois, ça ne vous plaît pas, vous partez. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là à vous retenir en disant non, non, ta souscriture, tu ne pars pas. Non, non, vous faites ça. Réfléchissez toujours, soyez autonome, c'est vraiment le plus important. Prenez vos propres décisions, ne soyez pas influencés par certaines personnes. Remettez toujours tout en question, ultra important. Pour ceux qui veulent, j'ai une chaîne sur la cybersécurité disponible également dans la description, une chaîne sur le voyage, parce que je voyage énormément pour ceux qui me suivent un petit peu. Et pensez à mettre un like, à vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine. J'espère pouvoir faire un autre live dans la semaine. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Allez, salut à tous.